sucré. Europe 1. Il est presque 10h30 sur Europe 1 et on va en venir à l'actualité avec le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, qui doit tenir sa conférence de presse dans quelques instants. Et nous sommes avec Frédéric Michel, le correspondant d'Europe 1 qui est sur place au Vernet. Frédéric, est-ce que vous avez réussi à vous frayer déjà un chemin? Parce que j'imagine que le nombre de journalistes sur place doit être assez impressionnant. Oui, bonjour Thomas, bonjour à tous. Il y a beaucoup de journalistes ici au Vernet pour suivre cette conférence de presse. Peu d'habitants, on est dans le village où le petit Émile a disparu ce fameux 8 juillet 2023. Et à Aix-en-Provence va se tenir cette conférence de presse. Et là aussi, c'est une foule de journalistes présents. Vous allez voir bientôt et entendre le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, prendre la parole. Il y a déjà des dizaines de micros sur le pupitre. Les caméras sont prêtes. On attend le procureur d'Aix-en-Provence qui suit en fait cette affaire quasiment depuis le début. Il y a eu un premier procureur du ressort des Alpes de Haute-Provence d'abord, et ensuite un second qui a été désigné pour cette enquête, Jean-Luc Blachon, qui est un ancien procureur financier, un personnage qui travaille très minutieusement. On est vraiment impatient d'entendre ses explications après ces 4 gardes à vue, presque 48 heures de garde à vue menées par les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie de Marseille qui mènent l'enquête eux aussi depuis le début de cette affaire. C'est ça, ce qu'il faut expliquer, Frédéric Michel, c'est que les 4 membres de la famille du petit Émile, donc à la fois ses grands-parents, son oncle, sa tante, ont été entendus mardi et mercredi aussi pour homicide volontaire, pour recel de cadavres. Ils sont tous les 4 finalement ressortis libres de cette garde à vue après une audition qui a été quand même très longue. Est-ce que ça veut dire que les enquêteurs n'ont a priori rien à retenir contre eux? C'est pour ça qu'il est important d'entendre les mots du procureur. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 48 heures presque de garde à vue croisée, 4 personnes, vous l'avez dit. Alors évidemment, ces gardes à vue ont été suivis de très près par les juges d'instruction également en charge du dossier. Donc on attend les explications car 48 heures, ça veut dire que les gendarmes, les enquêteurs avaient des questions à poser, des questions précises, et puis on ne place pas en garde à vue comme ça au hasard, notamment les membres d'une famille déjà endeuillée. C'est qu'il y avait sans doute des informations qu'il fallait vraiment vérifier. D'ailleurs, le premier communiqué qui est tombé, le communiqué du procureur le mardi matin aux alentours de 8h pour confirmer les gardes à vue. Les gardes à vue ont commencé mardi à 6h30. Les gendarmes sont arrivés dans le domaine de la Bouilladis où vivent la famille du petit Émile. Ils sont arrivés vers 6h05. On placé ensuite en garde à vue donc les grands-parents et un oncle et une tante. Il y a eu ce communiqué vers 8h du matin pour confirmer les gardes à vue, expliquer qu'il s'agissait de vérification, de recherche d'informations. Et vous l'avez dit, on a dit que ces gardes à vue étaient pour homicide volontaire et recel de cadavres. Ce sont des chefs d'accusation forts, mais il faut toujours aller au plus haut, puisque pour les magistrats, c'est une façon aussi de se prémunir, d'élargir leurs possibilités d'enquête. Ça ne veut pas dire, parce qu'on ouvre pour homicide volontaire, qu'il y a forcément volonté homicide volontaire, qu'il y a meurtre forcément. Ça peut être finalement un accident, mais on ouvre au plus haut pour essayer vraiment de poser toutes les questions et d'avoir aussi, on l'a peut-être pas expliqué, certains éléments, certains outils qui sont importants, comme la vidéo. À partir du moment où on place pour homicide volontaire des personnes, et notamment pour un crime, on est obligé de les filmer. Et ça assure aussi une sécurité, évidemment, pour les personnes en garde à vue, mais aussi pour les enquêteurs à qui on ne pourra pas reprocher d'avoir peut-être bousculé ces personnes en garde à vue. C'est une manière aussi bien sûr de confronter les points de vue, de confronter aussi les déclarations de chacun. Ce que l'on sait pour le moment, Frédéric Michel, c'est qu'a priori, la découverte de nouveaux éléments, notamment ces traces de sang sur cette fameuse jardinière dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, c'est ça finalement qui a déclenché ces gardes à vue ?
Alors nous, ce qu'on nous dit, c'est que ce n'est pas la perquisition qui a eu lieu, rappelez-vous, il y a maintenant une quinzaine de jours, au Auvernais, au niveau de la chapelle, et la saisie de ce bac à fleurs. Ce ne sont pas ces éléments qui ont fait qu'il y a eu les gardes à vue. Les gardes à vue étaient visiblement programmés depuis de longs mois, parce qu'il y avait des questions à poser. Merci Frédéric, je vous interromps, pardon, parce que effectivement Jean-Luc Blachon, le procureur de la République d'Aix-en-Provence, s'apprête à pour cette conférence de presse, je suis accompagné du colonel Christophe Berthelin, commandant de la section de recherche de la gendarmerie de Marseille. Il est chargé des investigations relatives à la disparition et au décès d'Émile Soleil, tout ceci sous l'autorité des magistrats instructeurs. Cette prise de parole a pour objet de présenter les dernières évolutions de l'enquête sur les circonstances et les causes du décès d'Émile Soleil qui a disparu le 8 juillet 2023. Elle est aussi le moment d'expliciter les actes et opérations réalisées ces derniers jours. Au préalable, je voudrais retracer brièvement la chronologie des événements procéduraux qui ont jalonné l'enquête depuis presque 2 ans. Vous le savez, le lendemain de la disparition d'Émile Soleil, le 8 juillet 2023, le procureur de la République de Digne ouvrait une enquête en recherche des causes de la disparition de l'enfant de 2 ans et demi. Les investigations étaient confiées alors à la section de recherche de la gendarmerie de Marseille. Le 18 juillet 2023, après plusieurs jours de vaines recherches et d'investigations, réalisées d'ailleurs avec des moyens massifs et spécialisés, 2 juges d'instruction du pôle de l'instruction du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence étaient désignés pour diriger l'enquête. Le 27 juillet 2023, le parquet d'Aix-en-Provence sollicitait une extension des investigations aux infractions d'enlèvement, de détention arbitraire et de séquestration criminelle. Après plusieurs mois d'enquête, le 28 mars 2024, les magistrats instructeurs procédaient dans le hameau du Auvernais à une mise en situation qui avait pour principal objectif de contextualiser et de matérialiser les déclarations des témoins directs et indirects du réveil de l'enfant après sa sieste jusqu'à l'appel aux forces de l'ordre. 2 jours plus tard, le 30 mars 2024, un crâne humain était découvert sur un chemin forestier. 150 mètres plus loin, en aval de ce chemin, étaient retrouvés plusieurs effets vestimentaires ayant appartenu à l'enfant Émile Soleil. Depuis cette découverte, les gendarmes qui enquêtent sur commission rogatoire des magistrats instructeurs ont maintenu la cellule d'enquête très active et multiplié les actes d'investigation de toute nature. À ce stade de mon intervention, je voudrais donner la parole au colonel Berthelin qui va vous détailler le travail réalisé au cours de ces derniers mois, autrement dit depuis la découverte, le 30 mars 2024, du crâne humain et des effets vestimentaires. Colonel, je vous passe la parole, si vous vous rapprochez un petit peu. Merci, monsieur le procureur. Bien, donc alors, les opérations de ces derniers jours s'inscrivent dans le dispositif que nous avons mis en place effectivement depuis la disparition d'Émile Soleil. Et je rappelle qu'une cellule nationale d'enquête composée d'une quinzaine d'enquêteurs de la gendarmerie nationale, dont des analystes criminels et des comportementalistes, travaille quotidiennement depuis le mois de juillet 2023, mais plus encore depuis la découverte effectivement des restes d'Émile Soleil. Alors ce qui m'intéresse aussi, c'est juste de vous montrer que les gardes à vue que nous venons de mener s'inscrivent dans la démarche que nous avons instituée dès le départ. Donc chaque indice, chaque trace physique, chaque trace numérique, chaque signalement, chaque témoignage fait l'objet d'investigations qui sont minutieuses, précises. Et nous allons au bout de chacune de ces investigations. En fonction du résultat obtenu, bien entendu, nous les approfondissons ou nous les écartons. Et ces gardes à vue et ces auditions prennent toute leur place dans cette stratégie-là. Il nous fallait vérifier un certain nombre d'éléments recueillis au cours de ces investigations, qui ont été des investigations techniques, des investigations physiques importantes, et c'est ce que nous avons fait. Avec l'appui bien sûr constant des 9 départements de l'IRCGN, de la gendarmerie nationale et du service central de renseignement criminel.
on a non seulement utilisé les moyens que nous avions ici et les moyens nationaux, on s'est aussi appuyé sur l'ensemble des unités, sur tout le territoire national, puisqu'on a demandé près de 1000 signalements différents aux différentes brigades qui se trouvent sur le territoire en fonction des signalements que nous avions. Je vais vous donner quelques chiffres qui illustrent l'importance du travail fourni. Nous avons travaillé sur 3141 signalements que nous avons tous vérifiés. Nous avons procédé à 287 auditions de témoins, donc 4 gardes à vue. 27 véhicules ont fait l'objet d'analyses en matière de police technique et scientifique. Nous avons procédé à 50 perquisitions judiciaires, 38 perquisitions numériques. 426 000 véhicules ont été détectés aux environs, entrée et sortie de véhicules aux environs même du Haut-Vernay. Nous avons ratissé près de 285 hectares dans le cadre d'une recherche judiciaire. Nous avons pu entrer en base 7405 entités dans nos bases d'analyse criminelle et nous traitons 55 millions de données de communication actuellement. Nous avons toujours 20 téraoctets qui sont en cours d'analyse. Voilà une petite idée du travail que nous faisons. Alors, pour ce qui me concerne, je voudrais ajouter à cela qu'après la découverte des ossements et des vêtements, les magistrats instructeurs ont ordonné plus de 60 missions d'expertise dans des domaines aussi divers que ceux de la physico-chimie, l'entomologie funéraire, l'anthropologie, l'anatomie crânio-faciale, la pédopsychiatrie, la génétique, la biologie, l'écologie médico-légale, plus précisément la palynologie, pour ceux qui connaissent, et l'analyse médico-légale. Les conclusions de ces expertises, réalisées sur une durée de plusieurs mois, permettent désormais de considérer que les vêtements et les ossements retrouvés ont été transportés et déposés peu de temps avant leur découverte. Permettent aussi d'affirmer que le corps de l'enfant ne s'est pas décomposé dans les vêtements retrouvés dans la forêt. Permettent de considérer l'hypothèse que le corps n'est pas demeuré au même endroit et dans le même biotope au cours du processus de décomposition et qu'il n'a pas été enfoui. Et enfin, de caractériser la présence sur le crâne découvert de stigmates anatomiques évocateurs d'un traumatisme facial violent. Vous aurez compris donc que les expertises introduisent la probabilité de l'intervention d'un tiers dans la disparition et la mort d'Émile Soleil. Elles ont convaincu le parquet de saisir les juges d'instruction le 19 mars dernier de réquisitions supplétives des chefs d'homicide volontaire et de recel de cadavres. Vous aurez donc aussi compris que les gardes à vue et auditions de plusieurs témoins de ces 2 derniers jours s'inscrivent dans une phase d'enquête où il devenait nécessaire de confronter, d'éclairer et de soumettre aux personnes les plus concernées par la disparition d'Émile les résultats issus de l'ensemble des investigations évoquées il y a quelques instants. La complexité de l'affaire, l'étendue des questions à poser et la nécessité de prévenir toute concertation imposaient le recours au cadre juridique offert par la garde à vue, notamment la présence de l'avocat et l'enregistrement vidéo des interrogatoires. Autrement dit, les gardes à vue de ces derniers jours s'inscrivent dans une méthode de travail et un programme d'enquête qui se sont déployés dans la durée et sur plusieurs hypothèses de travail. Elles ne sont certainement pas la traduction d'une décision hâtive liée aux opérations réalisées au Haut-Vernay la semaine dernière, qui ont conduit notamment à la saisie d'une jardinière qui ne comportait d'ailleurs aucun élément de nature à faire progresser les investigations. Je voudrais terminer cette présentation en rappelant d'une part que les 4 personnes placées en garde à vue ont été remises en liberté sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elles. Et d'autre part, que si cette phase indispensable à l'économie de l'enquête est terminée, les juges d'instruction et les enquêteurs restent déterminés à éclairer les circonstances de la disparition et du décès d'Émile Soleil. Je vous propose maintenant de laisser place à quelques questions. Je vous demanderai de nous adresser des questions courtes et sur un temps relativement bref, puisque nos fonctions habituelles nous appellent par ailleurs. Je vous remercie. Le procureur, est-ce que la piste intrafamiliale est définitivement fermée? Est-ce qu'elle peut évoluer sur des éléments précis?
Alors, vous faites bien de poser cette question parce que finalement, elle revient à dire que nous avons approfondi la piste intrafamiliale à l'occasion des gardes à vue qui ont été réalisées et de l'ensemble des auditions qui les accompagnaient. Alors aujourd'hui, il y a une phase qui se termine concernant cette piste. Ça ne veut pas dire qu'elle se termine définitivement. Il peut survenir au cours des investigations futures des éléments complémentaires, nouveaux, qui sont susceptibles de la prolonger. En quoi sur le plan des écoutes Alors vous me posez la question de savoir si un acte d'enquête parmi d'autres a été déterminant dans l'approfondissement de cette piste, en quelque sorte. C'est un élément que vous connaissez apparemment, et parmi d'autres. Non, il n'est pas plus déterminant que les autres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le déroulement de la garde à vue? Comment s'est déroulée cette garde à vue? Est-ce que les gardes à vue ont coopéré? Alors, cette garde à vue, elle s'est déroulée d'abord conformément aux règles de procédure pénale. C'est la première, vous savez, règle qui s'impose à nous. Et les gardés à vue ont répondu à l'ensemble des questions qui leur ont été posées. Est-ce que la mise en situation de l'an dernier a permis d'éclaircir des éléments significatifs pour l'avancée de l'enquête? Au sort de cette mise en situation? Alors, la mise en situation, comme je l'ai dit il y a quelques instants, permettait de restituer en quelque sorte l'ensemble des acteurs au moment de la disparition d'Émile, de confronter ces éléments-là à l'ensemble des déclarations qu'ils ont fait sur le moment et par la suite à l'occasion des investigations ultérieures. C'était des éléments qui ont été pris en compte, évidemment, dans le cadre des interrogatoires qui se sont déroulés pendant ces 2 derniers jours. Et ils ne sont pas plus déterminants que les autres. Le procureur, vous nous avez expliqué pour quelles raisons l'hypothèse criminelle était envisagée, pour quelles raisons finalement vous avez décidé de prendre un réquisitoire supplétif avec ces qualifications. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons les soupçons étaient orientés vers ces 4 personnes? Merci. Alors, comme je le disais il y a un instant, cette hypothèse-là en était une parmi d'autres. Le temps était venu de purger cette hypothèse. Alors pourquoi la piste intrafamiliale? Parce que, vous le savez comme moi, les membres de la famille étaient présents au moment de la disparition de l'enfant. Donc on réagit au moment de cette disparition. Et il était nécessaire de comprendre à la fois cette réaction, à la lumière aussi de l'ensemble des liens et des relations qui unissent les membres de cette famille. Pourquoi homicide? Alors, je comprends votre question. Alors, l'homicide d'abord volontaire n'exclut pas définitivement l'hypothèse qu'il peut s'agir d'un homicide involontaire. Simplement, cette qualification a été choisie, comme je vous le disais tout à l'heure, à la lumière des derniers résultats de l'expertise. Donc, je ne sais pas pour l'instant, ça pourrait l'être, pourquoi pas, mais à ce stade-là, c'est la qualification la plus haute qui a été retenue, parce que les éléments qui sont présents au dossier, aujourd'hui, permettent de favoriser cette hypothèse sans écarter l'hypothèse de l'homicide involontaire définitivement. Quels éléments ont permis de fermer la piste de J'ai dit il y a quelques instants que cette piste n'était pas fermée. Non, elle n'est pas fermée. Donc simplement, comme vous le savez, les personnes qui ont été placées en garde à vue ont été remises en liberté parce que tout simplement, à l'issue de ces gardes à vue et à la lumière de l'ensemble des éléments réunis, les charges n'étaient pas suffisantes pour conduire à une mise en examen quelconque dans ce dossier. Monsieur le procureur, est-ce que les véhicules saisis il y a 48 heures ont été analysés? Les véhicules saisis sont en cours d'analyse. Avez-vous des éléments sur le caractère psychologique du renvoi, parce que le données psychologique du renvoi? Oui, mais permettez-moi de ne pas évoquer cette question-là parce que ça n'a pas lieu ici. On a des éléments de deux témoins qui auraient aperçu le petit montant descendant.
Est-ce qu'il y a un troisième témoin qui aurait vu le grand-père descendre à la recherche du petit? Écoutez, là, ce sont des éléments de l'information judiciaire. Le secret de l'enquête et le secret de l'information continuent à s'appliquer, donc je ne veux pas évoquer cette question-là. Ce sont des éléments qui sont importants dans un dossier, et comme je vous le disais il y a quelques instants, ce dossier n'est pas terminé. Donc, rien n'est écarté à ce jour. Vous avez évoqué que les ossements, et en particulier le crâne, avaient été séjournés dans des milieux différents, si on a bien compris. Vous pouvez écouter un petit peu ce point. Non, je ne peux pas développer, je ne veux pas d'ailleurs, surtout développer sur ce point pour l'instant. Sur les formes des investigations, est-ce que cette cellule EMIP qui compte une quinzaine d'enquêteurs, elle a vocation à monter en puissance aujourd'hui ou la diminution des effectifs prévus en découvrant? Écoutez, elle a vocation à perdurer. Nous, on est évidemment très mobilisés, les enquêteurs sont très mobilisés pour travailler sur la disparition d'Émile et apporter une solution. Donc on va continuer à travailler évidemment sur ce dossier. Une dernière question. Précisément pour les 4 personnes, alors écoutez, précisément je ne saurais vous dire, elles ont duré en tous les cas entre 44 et 46 heures à peu près. Et est-ce que cette garde à vue a apporté de nouveaux éléments pour l'enquête, de nouvelles pistes? Les gardes à vue, en tout cas les déclarations, désormais vont faire l'objet d'une analyse minutieuse et nous verrons si elles sont en mesure d'éclairer ou de privilégier d'autres pistes de travail. Quel est le rôle du prêtre dans cette affaire? Sa position dans son entreprise chez lui? Excusez-moi, je ne fais pas le lien pour l'instant entre un prêtre et cette affaire. Donc je ne peux pas répondre à votre question. Pourquoi ne pas avoir saisi le véhicule de M. Bedomeni bien avant et avoir attendu 20 mois quand même, ainsi que la remorque pour chevaux? Écoutez, alors c'est exactement ce que nous disions tout à l'heure, c'est la méthode d'enquête. C'est-à-dire qu'en fait, on a conduit énormément d'opérations de perquisition, de recherche, de vérification, de police technique et scientifique dans les premiers mois, en utilisant des moyens lourds, en travaillant certaines de pistes dont vous vous souvenez sans doute, et on mène des actes utiles en fonction des éléments qu'on a recueillis au cours des investigations données. Donc jusqu'à maintenant, la nécessité de prendre en charge, de faire de la police technique et scientifique sur ces véhicules-là n'était pas nécessaire. C'était le moment de le faire. Une dernière question, et ensuite nous mettrons fin à cette conférence de presse. Traumatisme facial violent, est-ce qu'on sait l'origine de ce traumatisme facial violent? Coup, chute, etc. Voilà, l'origine. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai dit les informations que je souhaitais donner et je ne souhaite pas en donner plus pour l'instant. Sur les... Le statut de témoin assisté, c'est un statut qui est octroyé devant le juge d'instruction. À cette heure, personne n'a été placé sous le statut de témoin assisté par un magistrat instructeur. Comment ? Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs témoins ont été entendus, c'est évidemment sous le statut d'audition libre, puisqu'on est témoin, on ne passe pas sous contrainte un témoin. Sur les 4 gardés à vue, qui était entendu pour homicide volontaire et qui était pour recel de cadavre? Vous voulez les identités, c'est ce que... Non, pas les identités, mais est-ce qu'il y avait 2 personnes pour homicide volontaire, juste un ordre de... Non, les mêmes chefs de placement en garde à vue ont été retenus à l'encontre des personnes qui ont été effectivement placées en garde à vue, c'est-à-dire homicide volontaire et recel de cadavre. Merci. Donc, nous mettons fin à cette conférence de presse. Je vous remercie. Merci à vous. Intéressante évidemment conférence de presse du procureur de la République. Bonjour à tous. Vous avez compris que nous prenons l'antenne pour cette émission un peu en avance. C'est Thomas Hill tout à l'heure qui a permis d'écouter les premiers moments de cette conférence de presse. Nous sommes avec Géraldine Amont et on est avec notre équipe habituelle. Je retiens de cette conférence de presse, une question essentielle qui a été posée, que s'est-il dit en garde à vue et pourquoi les 4 personnes qui étaient en garde à vue ont-elles été libérées? Le procureur a répondu il n'y avait pas d'éléments suffisants pour les mettre en examen ou les retenir. Alors c'est vrai que cette réponse peut nous étonner parce que lorsque ces gardes à vue ont commencé, on
on imaginait bien évidemment que ces 4 personnes, il y avait des éléments sans doute tangibles qui permettaient de les retenir en garde à vue, et surtout l'information qui avait été donnée à l'opinion publique, qui est importante, homicide volontaire. Homicide volontaire, c'est-à-dire que l'un des 4, c'est ce qui s'est passé pendant 48 heures, chacun a pu imaginer que l'une des 4 personnes avait tué volontairement le petit Émile. Et c'est une question que je pose depuis 48 heures aux magistrats, notamment à Philippe Bilger, si vous écoutez nos émissions, mais également à des avocats. J'étais étonné que on donne cette information au public, parce que c'est quand même désigné, me semble-t-il, quelqu'un comme responsable d'une mort possible. Et c'est ce qui s'est passé, disons-le, dans la presse. C'est ce qui s'est passé parfois sur les chaînes info, où j'ai vu des débats à n'en plus finir pour savoir ce qui s'était passé. J'ai me semble-t-il, depuis lundi, observé une très grande prudence sur ces sujets, et j'ai souvent demandé même aux gens qui étaient autour de la table de ne pas partir dans des conjectures ou des suppositions ou des scénarios possibles. Je pense que ce n'était pas le lieu, et il faut aussi penser à la présomption d'innocence, il faut penser à la famille, et nous sommes aujourd'hui au terme donc de ces gardes à vue, et j'ai envie de dire qu'avec ce que nous venons d'entendre, on n'est guère plus renseigné, pour des raisons qu'on peut comprendre. D'ailleurs, le procureur n'a pas donné tous les éléments de l'enquête. Une question à la fin d'ailleurs a été posée avec ce prêtre assassiné, et très clairement, le procureur a expliqué qu'il ne faisait pas de lien entre la mort de ce prêtre suicidé, pardonnez-moi, évidemment, ce prêtre suicidé, bien évidemment, vous aurez rectifié de vous-même, entre la mort de ce prêtre suicidé et cette affaire. Il ne fait pas de lien lui-même, mais convenons que depuis lundi, on a vu une mise en scène importante avec des voitures qui ont été récupérées par les gendarmes. On a vu effectivement des perquisitions qui ont été menées, et puis ces gardes à vue qui ont abouti finalement à libérer ces 4 personnes. Donc voilà où on en est ce matin. On sera avec Stéphane Burgat tout à l'heure. On sera également avec Frédéric Michel. On sera avec Jean-Pierre Bouchard, qui est psychologue, criminologue. Aucun de nous, sans doute, n'a vécu 48 heures de garde à vue, mais tous ceux qui ont vécu 48 heures de garde à vue, pour qui ce n'est pas habituel, rapportent un témoignage psychologique quand même extrêmement rude, et je ne parle pas des conditions matérielles dans lesquelles sont effectués ces gardes à vue. Que voulaient les enquêteurs? Des aveux? C'est une question qu'on peut légitimement se poser. On voulait faire craquer, pourquoi pas, si tant est que ces personnes-là aient quelque chose à dire. C'est aussi une question qu'on peut poser. Il est 10h57, on va marquer une pause et nous revenons. Merci d'être à l'écoute d'Europe 1. C'était un événement, c'est pourquoi cette conférence de presse était retransmise en direct, même si la qualité de son n'était pas toujours extraordinaire, mais vous avez pu saisir l'essentiel.